On y tannait, en s'étend de fosse, des cuirs inusables. On y fabriquait aussi des santons coloriés, qui sont des petits personnages de crèche de Noël. J'adore. Mon père, qui s'appelait Joseph, retenez bien les noms, était alors un jeune homme brun, de taille médiocre, sans être petit. Il avait un nez assez important, mais parfaitement droit, et fort heureusement raccourci aux deux bouts par sa moustache et ses lunettes, dont les verres ovales étaient cerclés d'un mince fil d'acier. Sa voix était grave et plaisante, et ses cheveux, d'un noir bleuté, ondulaient naturellement les jours de pluie. Il rencontra un dimanche une petite couturière brune qui s'appelait Augustine, et il la trouva si jolie qu'il l'épousa aussitôt. Je n'ai jamais su comment ils s'étaient connus, car on ne parlait pas de ces choses-là à la maison. D'autre part, je ne leur ai rien demandé à ce sujet, car je n'imaginais ni leur jeunesse ni leur enfance. Ils étaient mon père et ma mère, et de toute éternité et pour toujours. L'âge de mon père c'était 25 ans, de plus que moi, et ça n'a jamais changé. L'âge d'Augustine c'était le mien, parce que ma mère c'est moi, et je pensais dans mon enfance que nous étions nés le même jour. Là ce que je vous lis pour le coup c'est vraiment le début du film, parce qu'il y a un film qui a été adapté de ça. Bon, il y a plein de films de Marcel Pagnol, hein, Marius, bref. De sa vie précédente, je sais seulement qu'elle fut éblouie par la rencontre de ce jeune homme à l'air sérieux, qui tirait si bien aux boules et qui gagnait infailliblement 54 francs par mois. Elle renonça donc à coudre les autres et s'installa dans un appartement d'autant plus agréable qu'il touchait à l'école et qu'on n'en payait pas le loyer. Dans les mois qui précédèrent ma naissance, comme elle n'avait que 19 ans et elle les eut toute sa vie, elle conçut des graves inquiétudes et déclara en sanglotant que son bébé ne naîtra jamais, parce qu'elle sentait bien qu'elle ne savait pas le faire. Mon père essaya de la raisonner, mais alors elle disait, furieuse, que je pense que c'est toi qui m'as fait ça, et elle fondait en larmes. Quand le survenant se mit à bouger, elle eut des accès de fou rire entre deux crises de sanglots, effrayée par ce comportement déraisonnable. Mon père appela au secours sa sœur aînée. C'était elle qui l'avait élevée. Elle était naturellement directrice d'école à La Ciotat et célibataire. La grande sœur fut tout à fait ravie et décida qu'il fallait sur le champ installer ma mère chez elle, sur le bord de la mer Latine. Ce qui fut fait le soir même, pardon. J'ai les yeux, il est tard, c'est pour ça. Pardon. On m'a dit que Joseph en fut charmé et qu'il profita de sa liberté pour... Pardon, j'ai mal aux yeux. Pour compter Fleurette à la boulangerie dont il mit en ordre la comptabilité. Voilà une idée déplaisante et que je n'ai jamais acceptée. Pendant ce temps, la future maman se promenait le long. J'ai lu 2 pages. Le long des plages, sous les tendres soleils de janvier, en regardant au loin les voiles des pêcheurs qui partaient à 3 heures vers le soleil couchant, puis près du feu où sifflotait la flamme bleue des souches d'olivier, elle tricotait le trousseau de ses bondissantes progénitures, tandis que la tante Marie ourlait des langes. Pardon mais les mots, c'est ourler les langes en chantant d'une jolie voix claire sur la brique léger que le flot balance quand la nuit étend son grand voile noir. Ça c'est la chanson. Elle était maintenant rassurée, d'autres que son cher Joseph venaient les samedis sur les bicyclettes du boulanger. Il appelait des croquants aux amandes. Il apportait des croquants aux amandes et des tartes à la frangipane et un sachet de farine blanche pour faire des crêpes ou des beignets, ce qui prouve bien que la boulangère n'avait pas à se plaindre de lui. Ces gâteries, selon repos et l'air salubre de la douce Méditerranée, transformèrent la jeune Augustine. Elle avait pris de belles couleurs et il paraît qu'elle chantait tous les matins dès son réveil. Tout s'annonçait donc le mieux du monde. L'expression est particulière. Lorsqu'au petit matin du 28 février, elle fut réveillée par quelques douleurs. Elle appela aussitôt la tante Marie qui décréta que ce n'était rien, puisque le docteur avait annoncé la naissance d'une fille pour la fin du mois de mars. Puis elle ralluma le feu pour mettre
douce Marie essaya de la calmer. Avec du tilleul et des paroles, la passoire à la main, elle déclara que si l'événement se confirmait, elle irait à informer le poissonnier qui descendait chaque jour à Aubagne vers les 8 heures. Et que Joseph viendrait aussi vite que le vent sur la machine à pédales. Mais Augustine repoussa la tasse à fleurs et se tordit les mains en pleurant à grosses larmes. Alors la tante Marie alla frapper au volet d'un voisin qui possédait un bogey et un petit cheval. C'était une époque bénie où les gens se rendaient service, il n'y avait qu'à demander. Le voisin attela son cheval, la tante enveloppa Augustine dans des châles et nous voilà partis au petit trot, tandis que sur la crête des collines, la moitié d'un grand soleil rouge nous regardait à travers les pins. Mais en arrivant à la Bédoule, qui est tout juste à mi-chemin, les douleurs recommencèrent et la tante, à son tour, s'affola. Elle serrait dans ses bras ma mère, en mitouflait et lui donnait des conseils. « Augustine, disait-elle, retiens-toi, car elle était vierge. » Mais Augustine, toute pâle, ouvrait des yeux noirs énormes et transpirait en gémissant. Heureusement, nous avions franchi le col et la route descendait sur Aubagne. Le voisin passera son frein, qu'on appelait la mécanique, et fouetta le petit cheval qui n'eut qu'à se laisser emporter par le poids de l'équipage. Nous arrivâmes tout juste à temps, et Madame Négrel, la sage-femme, vint en hâte délivrer ma mère qui avait enfin planté ses ongles dans le bras puissant de Joseph. C'est la plus belle écriture du monde, et j'ai pas lu beaucoup de livres. C'est peut-être pour ça, j'adore. Cette histoire n'est pas très étonnante, mais attendez une minute, car elle va le devenir. Au début du XVIIIe siècle, il y avait à Aubagne une très riche et très ancienne famille de commerçants. Qui s'appelait Barthélemy. Ses mérites étaient si éclatants que le roi un jour l'anoblir. Devait un jour l'anoblir. Or, dans la nuit du 19 au 20 janvier 1716, Madame Barthélemy, qui était très jeune, qui habitait Aubagne et dont le mari s'appelait Joseph, ressentit les premières douleurs. Elle monta précipitamment en voiture pour se rendre auprès de sa mère dans la maison familiale qui était la plus jolie maison de Cassis. Cassis est un petit port de pêche à 1 lieue de la Ciotat et sur les 3/4 du voyage, la même route conduit à Aubagne. Madame Barthélemy passa donc par les gorges, puis par le col de la Bédoule. Gémissante sur des couvertures, elle arriva à Cassis, pâmée de douleur, et pendant qu'on la mettait au lit, elle donna le jour à un petit garçon. Cet enfant d'Aubagne devait être l'abbé Barthélemy, auteur illustre du voyage du jeune Anacharsis en Grèce et qui fut élu à l'Académie française le 5 mars 1789 au 25e fauteuil. C'est ce fauteuil même que j'ai l'honneur d'occuper depuis le 5 mars d'une autre année. On pourrait tirer que cette double anecdote, une conclusion singulière, c'est que l'un des moyens de faire un jour partie de l'illustre compagnie, c'est d'être le fils d'un Joseph et d'essayer de naître par un petit matin d'hiver dans une carriole doublement gémissante sur la route de Bédoule. Il est super ce passage. J'adore. On continue un petit peu. Mes souvenirs d'Aubagne sont peu nombreux, mais parce que je n'y vécu que 3 ans. Je vois d'abord une très haute fontaine sous les platanes du cours, juste devant notre maison. C'est le monument que ses compatriotes élevèrent à notre abbé Barthélemy, considéré comme un homme de gauche à cause du voyage du jeune Anacharsis. Peu de personnes l'avaient lu et beaucoup disaient, en toute bonne foi, le jeune anarchiste. Je l'ignorais évidemment à cette époque, mais j'écoutais avec ravissement la petite chanson de La Fontaine qui pépitait avec les moineaux. Je vois ensuite un plafond qui tombe sur moi à une vitesse vertigineuse pendant que ma mère horrifiée crie « Henri, tu es un idiot, Henri, je te défends !» C'est que mon oncle Henri, le frère de ma mère, me lance en l'air et me rattrape au vol. Je hurle d'angoisse, mais quand ma mère m'a repris dans ses bras, je crie « Encore, encore !» Mon oncle Henri avait 30 ans, une jolie barbe brune, et il était mécanicien de machines à vapeur. Il travaillait à leur construction dans les ateliers des forges et chantiers, comme avait fait son père, ce grand-père paternel que je n'ai jamais connu. Est-ce que le cadre est bon? Je ne pense pas, mais est-ce que c'est pas une vidéo que vous regardez, de vous écouter? Allez, on lit juste ça et on a fini. Celui-là était né à Coutances vers 1845 et il s'appelait Guillaume Lanceau, normand de pure race. Il était venu à Marseille en faisant son tour de France. Ma grand-mère marseillaise lui plut, il y resta. Non, j'ai pas sauté de page, pardon. Comme il savait bien son métier et que la mère ne lui faisait
les mains, mais il ne se battait jamais. Les amis, on n'a pas beaucoup avancé, mais on est à la page 30. Ça avance, ça avance. Ça va faire une